Les podcasts de Nouvelle Acropole France. Elena Petrovna Blavatsky et la tradition pythagoricienne. Chaque mois de mai, depuis d'innombrables années, j'essaye de faire un hommage à Elena Petrovna Blavatsky à travers une conférence ou un stage, puisqu'elle a inspiré mon propre maître et moi-même dans la recherche philosophique et symbolique que j'essaye de transmettre depuis plusieurs décades. Et donc, il faut toujours rendre hommage à qui est inspiratrice et, je pense, maître de certaines choses. L'objet d'aujourd'hui n'est pas de parler d'elle en tant que telle, simplement se rappeler qu'elle est née effectivement en Russie en 1831, enfin 31 juillet, nuit, et qu'elle est décédée le 8 mai 1891, donc une vie très courte de 60 ans, qui l'a menée à une vie exceptionnelle, puisque pour être une femme, notamment de la noblesse, grande famille, elle a quitté les oripeaux, elle a quitté les honneurs, elle a quitté la vie des palais, et elle est partie en Égypte, en Inde, au Népal, en Chine, en Amérique, elle a fait la révolution avec Garibaldi, les États-Unis, enfin, elle a fait plusieurs tours du monde, elle est allée au Pérou, ce qui était vraiment très particulier pour l'époque. Quand on connaît les moyens de transport, la difficulté de l'époque, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'elle a faisait courir autant? Elle n'avait vraiment pas besoin. Sauf sa soif de connaissances et de compréhension des traditions et des sagesses des différents endroits du monde et de constater petit à petit l'existence d'une tradition universelle qui, d'une manière ou d'une autre, inspira les différentes cultures et civilisations du monde. Ce n'est pas rien pour l'époque. Une époque où l'Europe se pensait maître du monde, qu'elle savait tout et que la science allait tout expliquer. Cet esprit particulier, rebelle, ouvre des portes nouvelles. Elle a écrit d'innombrables articles et ouvrages. Ce n'est pas non plus sujet, j'en ai déjà fait des conférences sur ça et j'ai publié sur ça. Mais néanmoins, il faut dire que lors des dernières années de sa vie, ses propres maîtres l'ont indiqué que, en vérité, malgré tous les efforts qu'elle avait menés, et c'était important, ce qu'elle avait fait, créer la société philosophique, encourager d'innombrables activités, ils ont trouvé ces maîtres orientaux que la manière dont elle avait expliqué l'enseignement n'était pas à l'auteur de ce qu'on attendait d'elle. Bien. Alors, ils l'ont mis en épreuve pour qu'elle puisse, en quelques années, rédiger l'œuvre qui est devenue effectivement l'œuvre centrale de sa pensée et de la transmission que ses maîtres ont voulu, qui fut appelée la doctrine secrète. Dans cet ouvrage, qui est en version française, aujourd'hui on trouve en 6 volumes, et qui au départ en anglais, il n'y en avait que 2, mais assez épais. Et elle va justement s'employer pour expliquer plusieurs clés pour permettre à l'homme de comprendre l'univers et l'homme lui-même.
C'est pour cela qu'elle va parler de la naissance de l'univers et son évolution, de la naissance de l'humanité et son évolution, et du rapport entre l'humanité et l'homme et le cosmos, le naturel. Et parmi les clés dont elle va parler, et dans lesquelles elle va faire un apport certain, parmi d'autres, c'est justement la lecture de l'univers et de la connaissance de l'homme et de l'univers et de ses rapports à travers les nombres. J'arrive, il y a la conférence. J'arrive. Mais il fallait quand même introduire la question. En effet, les nombres sont pour la pensée traditionnelle et même pour la philosophie antique une clé de lecture du monde. Et pas simplement une science tout à fait noble de compter. En général, dans ce nombre, on dit combien? Ça, c'est ce que tout le monde pense des nombres. Et elle va donc rappeler à la conscience occidentale un certain nombre de sources des sagesses par rapport au nombre. Qu'est-ce que ceci veut dire et pourquoi? Je vais expliquer tout à l'heure, mais j'essaie d'introduire simplement. Parmi les sources dont elle va parler, et qui est une source très importante, elle va parler effectivement de la tradition pythagoricienne, et notamment du fameux personnage qu'on connaît tous de nom, parce qu'à l'école, on nous a appris un théorème, qui permet donc de faire des triangles d'angle droit, que le carré de l'hypoténuse est égal à l'addition des carrés des deux côtés. Faut appeler ça. Ce qui donne un triangle 3, 4, 5. Côté 3, 4 et hypoténuse, la diagonale d'hypoténuse 5, et qui est le fameux théorème dit de Pythagore. Elle va clarifier que l'enseignement pythagoricien n'est pas une invention de Pythagore, puisqu'en réalité Pythagore va recueillir cet enseignement à travers ses voyages, notamment de deux grandes sources, qu'elle va mettre en évidence avant que beaucoup d'autres, le comprennent. Évidemment, son déplacement en Égypte, qui utilisait la notion de la décade, c'est-à-dire les 10 nombres premiers, depuis l'Ancien Empire, depuis l'époque des pyramides, au point que la semaine égyptienne est de 10 jours, simplement expliquer, et ainsi de suite, et qu'on compte par dizaines, etc. Mais l'objectif n'est pas de vous expliquer l'Égypte, je vous le rappelle, et elle va par contre avancer, comme je vous le dirai tout à l'heure, un rapprochement des enseignements d'Orient, notamment de l'Inde, passant par l'Iran, parce que quand on dit Chaldée, dans les écritures du XIXe siècle, tout ça, nous sommes en Perse, seulement en iranien. Très à la mode aujourd'hui, mais pas exactement pour les nombres. Mais effectivement, l'Iran est un extraordinaire pont entre l'Orient et l'Occident, et les enseignements mazdéistes vont recueillir des enseignements qui étaient transmis dans l'Inde du Nord à travers l'enseignement que la naissance du monde se fait à travers 10 forces primordiales. Voilà, j'essaie de vous résumer les choses de façon simple. Et ainsi, le contact de Pythagore avec l'Iran, et peut-être jusqu'à l'Inde, c'est qu'elle pense, mais là nous n'avons pas de véritable confirmation. Par contre, le contact entre l'Asie mineure
et la Perse est totalement vérifiée aujourd'hui. Des lieux courants et normaux, et nous permet de comprendre que Pythagore va synthétiser sur la langue grecque et à la façon grecque des enseignements qui nous viennent de deux grandes sources beaucoup plus anciennes, qui sont l'Égypte et l'Orient, pour donner à ce mot l'Asie. On se comprenne. Bon, voilà, donc, pour expliquer cette filiation de la dite tradition pythagoricienne. Quelques mots sur Pythagore avant d'avancer sur le sujet, parce qu'il se s'impose. Pythagore est né dans une petite île de la mer Ionienne, face aujourd'hui la Turquie, et partagée avec la Grèce, certaines de ces îles, qui est l'île de Samos, qui est un très bon vin. Mais cette île est un pivot de passerelle entre le monde ionien, moyen-oriental grec, et qui va nous amener en Perse. Parce que les maîtres de l'époque de cette contrée-là sont les Perses. Ce n'est que la côte, Éphèse, Milète, etc., qui est grecque. Le continent est perse. Et les enseignements de l'Iran et de l'Orient arrivent jusqu'à la Méditerranée par là. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et en même temps, Pythagore va être édifié en Égypte. Ceci est témoigné, clair. Et vers la quarantaine, après toute cette petite promenade, il va s'installer au sud de l'Italie, à Crotone, où à l'époque était une colonie grecque. Il faut se rappeler que les deux Siciles étaient grecques, beaucoup plus tardivement romaines, et que donc l'enseignement grec était déjà arrivé là-bas vers le 8e siècle avant Jésus-Christ. Parce que nous, on a l'idée toujours que les latins sont partout, mais il faut se rappeler que les latins étaient au départ dans la vallée autour de Rome, le Latieux. Les latins n'étaient pas à Syracuse, n'étaient pas en bas. Plus tard, évidemment, ils ont pris la place. Mais c'est pas le moment, pour l'instant. Et Pythagore va arriver sur place, à Crotone, où il va être bien accueilli. Il va créer une école de sagesse qui va être inspirée des muses, les 9 déesses qui inspirent les arts et les sciences chez les Grecs. 9, rappelez-vous, 9. Il donne tous les nombres avant 10 pour conclure la série. Vous voyez, c'est les nombres. 9. Et cette école va être quelque chose de très important pour l'avenir de l'Occident. Parce que pour la première fois, on va créer une école ouverte à tous ceux qui voudraient s'initier dans la sagesse, à condition de passer des épreuves. Donc, parfois, de passer 5 ans en silence, avant de passer quelques épreuves qui concernaient la capacité d'un individu à maîtriser sa fantaisie et ses distractions. Bon, vous voyez que déjà, il y a beaucoup parmi nous qui ne rentrent pas à l'école. Mais c'est simplement pour vous expliquer en quoi ça consistait très rapidement. Et les degrés supérieurs de cette école, étaient mathématiques. Ça
vous dit quelque chose. Mathematikoi, mathesis, qui vient de la matière. Et le mathématikoi comprend comment introduire l'harmonie dans la substance. C'est joli. Et comment rendre ce qui est objectif et matériel porteur d'intelligence. Et comment percevoir cette intelligence dans les apparences que les images du monde quotidien, la géographie des choses, etc., nous renvoient. Ça implique donc la capacité aussi, par conséquent, d'harmoniser sa propre substance. Et donc de pouvoir travailler au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit, en introduisant à chaque moment les proportions adéquates des gestes, des mouvements, des forces, pour que ce qu'on fait puisse être harmonieux et équilibré. Voilà la base de cet enseignement. Et les éléments de l'enseignement de Pythagore, qui permettaient d'une façon mnémotechnique pour se rappeler, et en même temps, conceptuellement et synthétiquement, de comprendre justement ces éléments qui nous permettent d'introduire l'harmonie et l'équilibre dans la substance, furent les nombres. Ou plutôt, sont les nombres. Voilà. Comme ça, on comprend l'importance des nombres dans cet enseignement. Si je veux faire un bon rapport entre un carré et un cercle, qui soit beau à l'œil et efficace dans la construction, et ça s'appelle quadrature, faire la quadrature du cercle, je serai obligé d'utiliser des rapports, des relations, qui seront basés, dans ces cas précis, sur le nombre pi. Je ne peux pas donner des détails, mais ça, je pense, on peut comprendre tout ça. Et quand on veut faire quelque chose d'harmonieux par rapport à, je ne sais pas, faire une feuille blanche, comme ça, et que ça ne nous choque pas, qu'on est sent à l'aise, il faudra imaginer bien le rapport entre ce côté et celui-ci. C'est trop, vous comprenez? On ne mérite pas l'apprendre. Mais il se trouve que ce rapport est un nombre qui s'appelle le nombre d'or, ou divine proportion. C'est un rapport d'1.6, 2, etc. Et aujourd'hui, tous les maquettistes, etc., et que ce rapport dont je vous parle est le même qui existe entre mon menton et ici, et le rapport de mon front. Et c'est pareil pour vous. Je vous dis tout de suite, vous ne soyez pas jeunes. Le corps, son anatomie, obéit à ce nombre, à ces rapports. Ainsi, la substance est animée par des nombres qui permettent de créer une harmonie dans ce qu'elle exprime. Je viens de vous résumer les choses de façon très simple, j'espère, pour vous. Et pour comprendre l'idée. L'approfondissement, voilà, le cercle qui est derrière, bon élève, va pouvoir vous le faire autant que vous le souhaitez. C'est ça l'histoire. Quand on joue de la musique et on fait une note, c'est un rapport des 3/4, des 5 par rapport à une corde. Vous comprenez? C'est une relation qui crée des rapports, des nombres, qui créent des harmonies. Et c'est pour ça que les sons qu'on entend, c'est pas n'importe lesquels. Et lorsque le rapport n'est pas juste, ça grince pour nous.
ça grince. Et les anciens se sont rendus compte qu'il y avait donc des nombres qui pouvaient appuyer la substance pour qu'elle exprime l'intelligence. Ça, c'est la base de l'enseignement de l'école pythagoricienne. Et il n'invente rien, il prend de l'Égypte ses enseignements, de l'Orient, mais il crée une nouvelle mouture plus occidentale, plus à la grecque, accessible, plus ou moins, mais un mode de vie qui va être très important parce que cette école, qui va avoir une vie longue, une quarantaine d'années, va produire des esprits dans les arts, dans les sciences, dans la politique, des grands niveaux qui vont ensemencer toute l'Italie et au-delà, des connaissances pour comment diriger la ville avec équilibre, avec harmonie, comment faire de l'art harmonieux. Des pythagoriciens vont travailler beaucoup plus tard sur le Parthénon, et ainsi de suite. Et ce serait très long d'expliquer l'épopée de cette école. Et cette école, donc, a des membres internes qui vivent dans cette école, qui sont dedans, et d'autres externes qui viennent, comme vous, à des conférences, des séminaires, etc. Qui créent une relation externe-interne et importante. C'est lui qui met en place l'importance du corps dans l'enseignement, de la danse, des gestes rythmiques, de l'utilisation de la musique pour la compréhension de l'esprit et l'élévation de la conscience. Donc, en clair, il ne propose pas une formation simplement intellectuelle. Elle est globale, l'intégrale, pour le corps, pour l'âme et pour l'esprit. Quand on lui pose la question à Pythagore, et on lui dit, mais tu es sage, tu es un sage, tu es extraordinaire, et il répond, non, je ne suis pas un sage, je suis un amoureux de la sagesse. Ainsi est né, au VIe siècle, le mot qui nous intéresse beaucoup à l'Acropole, philosophie. Amour de la sagesse. Et ainsi, grâce à son exemple, naîtra la première école de philosophie en Occident, dont nous nous inspirons évidemment. Évidemment, on aurait beaucoup plus à dire, mais je m'arrête là, simplement pour situer pourquoi le nombre, pourquoi Pythagore est si attaché à cette idée. Mais il en a eu après toute une légion, et à tel point des disciples que Platon, un siècle et demi plus tard, rachète avec sa fortune, parce qu'il était infortuné, mais avec toute sa fortune, les quelques manuscrits qui restaient encore originaux de Pythagore pour s'inspirer de cet enseignement. Donc on va tirer un livre exceptionnel qui est le Timée, aussi le Critias, pour créer sa propre école, que nous appelons tous l'Académie de Platon. Et à travers Platon, tout l'Occident va connaître alors une continuité de ce type d'enseignement. Et ainsi de suite. Alors, revenons à HPB. Mais, bon, comme ça, on a parlé d'HPB, les Pythagore, il fallait quand même les présenter, n'est-ce pas? Il va dire, dans sa doctrine secrète, toutes les cosmogonies, depuis la plus ancienne jusqu'à la plus récente, sont basées sur des nombres et sur des figures géométriques. S'y rattachant, elles leur sont étroitement liées. Ces chiffres et ces nombres donneront des valeurs numériques basées sur les valeurs intégrales du cercle, la demeure secrète de la divinité à jamais invisible. En réunissant les idées au nombre,
nous pouvons agir sur les idées de la même façon que sur les nombres et atteindre les mathématiques de la vérité. Voilà ce qu'elle dit dans la doctrine secrète, dans le tome 5. Alors, je vais vous expliquer la phrase, parce que ce que j'ai fait, c'est de trouver des phrases et de vous les expliquer. Parce que même si la doctrine secrète apporte beaucoup d'enseignements, elle n'est pas aussi simple à lire et à comprendre. Donc, on va faire par bout. Et ça s'arrêtera pas aujourd'hui, parce que évidemment, c'est pas en une soirée qu'on va faire les 6 volumes. Enfin, moi, j'ai pas cette prétention. À moins que vous êtes venus pour ça. La cosmogonie est l'expression dans une civilisation de comment il conçoit la naissance et l'évolution du monde. Et en effet, lorsqu'on étudie les mythes et les textes sacrés qui parlent de la naissance du monde, derrière les mots, se cache une géométrie. Et beaucoup de ces mots de Dieu ont des valeurs des nombres. Tous ces nombres sont inclus, et c'est systématique dans chacun de ces types de mythes ou de traditions, dans la figure du cercle. Le cercle apparaît comme la figure initiale qui contient en réalité et qui est source en réalité, comme on le verra tout à l'heure, de tout ce que nous appelons nombre. Et c'est pour ça qu'elle explique des valeurs intégrales du cercle, la demeure de la divinité à jamais invisible. C'est-à-dire que le cercle ou le disque, je m'expliquerai tout à l'heure pourquoi j'utilise le mot cercle et disque et pas circonférence, était toujours le symbole de la divinité impensable, inaccessible, invisible, cachée à l'origine de tout. Et dans les différentes écritures symboliques, on va trouver cette idée comme point de départ. Au niveau secret et symbolique, le cercle disque, lieu d'émanation, mais en même temps contenant comme un œuf de l'ensemble de toutes les potentialités de l'univers, nous pouvons l'associer à un nombre, le 0. Le 0 fut toujours connu, sacralisé et caché, puisqu'il représentait dans toutes les traditions l'unité primordiale des origines, impalpable, intellectuellement non joignable, comme l'est d'ailleurs les zéros. Que les zéros expliquent qu'il y a quelque chose sans qu'il soit développé. Zéro n'est pas rien. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Parce que sinon, pourquoi le signaler? Vous méditerez la question plus tard, mais c'est lui le point de départ. C'est-à-dire, il signifie un lieu
où les choses sont et ne sont pas à la fois. Ils sont au potentiel, ils sont là, mais il n'y a rien, puisque rien n'est devenu. Donc ils sont et ne sont pas à la fois. Une graine est un arbre, une fleur, plante, et en même temps, elle ne l'est pas. D'accord? Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'arbre dans la graine. La preuve, c'est que sur plante, il y en avait un. Ok? Donc, ceci nous amène à réfléchir à ce que les anciens ont appelé des nombres. Quand vous venez de le comprendre par l'exemple du zéro, qui est le plus éloquent, je pense, quand il parle du nombre, il ne pense pas une quantité. Nous, quand on pense nombre, en réalité, on pense chiffre. Chiffre n'est pas nombre, même si pour nous, en langage courant, c'est synonyme. Le nombre est une qualité. Et le chiffre indique une quantité. Donc, quand on dit 10 kilos de pommes de terre, c'est un chiffre. On sait qu'il s'agit d'un élément quantitatif. Mais si on dit la décade ou le 10, en tant que nombre, il représente la clôture et synthèse d'une série. Puisque quand on va du 1 jusqu'au 10, on vient de faire la série globale et sa synthèse, et à partir de 10, on recommence. Et au lieu de travailler avec des unités, on va travailler avec des décades. Donc on aura 10 décades, 100, on aura 10 centaines, 1000, et ainsi de suite. Donc on est en train de parler des qualités, des niveaux. Donc, les nombres, pour les anciens, et évidemment pour Pythagore, sont des idées, des principes, des concepts, et pas simplement des quantités. Ils ignorent pas la valeur des quantités, mais ils sont en train de nous expliquer autre chose. Ça va? Donc, les nombres ne sont pas des chiffres du point de vue de la tradition. Justement, on utilise les deux mots pour distinguer les deux usages, qualitatif et quantitatif. Voilà. Ce qui est proposé par cet enseignement, c'est que dans le plus haut, il y a les idées. Par rapport à ce que l'homme peut concevoir et comprendre. Alors, mettons-nous d'accord sur le mot idée, qui vient du grec, eide, forme. Forme. L'idée est une forme qui rend compréhensible, accessible, un élément du chaos. Je vais m'expliquer encore. À l'origine de tout, il y a notre ami zéro. Hein, on va... Mais dans le zéro, on comprend rien. Il y a tout et rien, ça bouge, quand c'est après, quand on met 0 après 1, c'est 10, quand ça fait avant, c'est rien, bon. Mais on sent qu'il y a un truc. Allez. Ça sert à permuter, sinon il n'y aurait pas de cadran. Hein. Les 0 nous a sauvés. Bon. Mais,
c'est un chaos. Et c'est comme ça d'ailleurs que nous, les êtres humains, avec notre petite pensée, nous pouvons imaginer l'être absolu, la divinité mystérieuse, etc., comme un chaos, c'est-à-dire comme quelque chose sur lequel on ne peut pas mettre une forme, on ne peut pas dire, bon, stop, il est là, limité. La nature absolue de la divinité ne pouvant pas être limitée, nous, en ayant un mental limité, on ne peut pas rentrer dans ce domaine-là. Donc, pour nous, c'est chaotique. Alors, qu'est-ce que c'est un chaos? Ça veut dire quelque chose qui manque d'ordre. Mais dans un chaos, il y a plein de choses. Pour mettre de l'ordre dans un chaos, il faut une forme. Il faut mettre un cadre, on dit. On va quelque part, on voit que ça va à volo, par-ci, par-là, que les gens foutent le camp, etc., qu'on comprend plus rien. Et on dit, bon, il faut mettre des règles. Il faut mettre un cadre. Mais un cadre, c'est une forme. Dès qu'on peut mettre un cadre, une forme, sur quelque chose qui bouge, même si ça bouge, on l'a cadré. Bon, quand on arrive donc à sortir du potentiel du chaos, quelque chose, en le cadrant parce qu'il y a une forme, on a une idée. Parce qu'on dit l'idée lumineuse. Hein, on était en train de se couper les cheveux en quatre, regardez-moi. Et d'un coup, paf, arrive une idée, ça mit de l'ordre, ça mit de la clarté. On a compris le sens, on a compris la finalité, on voit quel est le cadre. Bon, c'est pas fait, mais on a l'idée, non? On dit. Donc, on sait qu'on peut démarrer quelque chose. Vous avez compris? Donc, on vient de mettre une forme. Je dis ça parce que les gens sont aujourd'hui très, très fâchés avec les formes. Mais justement, c'est un gros problème. Parce que ça rend chaotique. Donc, difficile à entrer en relation. Comme on dit, je lui ai dit telle chose à un tel, mais j'ai mis les formes. Donc, on sait que quand il a mis les formes, ça veut dire qu'il a créé des relations qui ont permis une certaine harmonie, un certain ordre intelligent. Vous comprenez? Bon, c'est-à-dire que cet individu agit avec des idées, alors, et pas simplement avec la passion ou avec la violence. Et donc, bon, même si ce qu'il a dit peut-être n'était pas du goût de la personne, comme il a fait dans les formes, l'autre restait calme. Ou au moins, il ne pouvait pas dire grand-chose. Et là, l'importance pour une école de philosophie des idées. Donc, les idées ne sont pas des blabla. C'est les principes qui rendent les choses claires. Ce sont des règles. Ça, c'est l'idée. Donc, l'idée n'est pas longue. C'est le développement des idées qui est longue. Ça va? Maintenant, on a compris l'idée. L'idée, comme c'est une forme, va donner un modèle. Je vais m'inspirer de cette idée, on dit. Bien, c'est un modèle. Maintenant, il va falloir descendre, évidemment. Moi, pour faire cette conférence, j'ai changé plusieurs fois l'idée. Si. C'est-à-dire le plan. Et maintenant, je commence à trouver... Ah, pardon. Vous avez compris? Non, parce que c'est pas évident de trouver la forme pour passer certaines choses. C'est pas sûr de trouver, surtout en conférence, sur les nombres. Cauchemar. Pour vous, pour moi. Je vous assure, pour moi, beaucoup plus. Ouais, pas simple. De descendre. Et si, maintenant, on mettait en
mouvement, on mettait en vibration la forme. On leur donnait de la vie et ils rentrent en mouvement, en état vibratoire, donc vivant. Ça s'appelle le nombre. Le nombre. Mais l'idée en état vibratoire. Pas simple, c'est un peu ce que je viens de vous expliquer avec la proportion. Mais vous pourriez le comprendre avec la musique. À voir si je vous fais comprendre. Imaginons que une belle partition, un bon auteur, avec le son de base et tout, et je vous dis, écoute, et je vous mets la partition dans l'oreille. Je lui dis, Fernand, j'entends rien. Mais oui, parce qu'elle n'est pas en état vibratoire, la note. Comprenez? Il faut la jouer. Rares sont les gens, ça existe heureusement, qui avec la partition, ils entendent. Ça s'appelle des musiciens. Oui, c'est la particularité des grands musiciens, c'est justement qu'avec la partition, sans instrument, ils l'entendent. Parce que dedans, dans leur mental, ils ont un instrument, un nombre qui leur permet de déchiffrer, parce qu'on dit bien déchiffrer la partition, donc de la rendre accessible et de l'entendre. Donc, elle est... Alors, soit vous en avez l'instrument dedans, soit le plus simple, c'est de vous la jouer. Et alors, vous allez entendre alors une matière qui se propage des sons. Oui, parce que on organise la matière en émettant des sons. L'air, le truc qui sont là, hein, s'organise en forme d'onde et ils sont traduits là-dedans par de la musique. C'est pour ça que nombre et musique, c'est important, parce que tout son est un état vibratoire et tout être vivant, vous, moi, toute substance, toute chose est en vibration. Et de ce point de vue, tout est nombre, puisqu'on peut avoir la séquence de l'état vibratoire de chacun, comme de chaque élément de la nature. Vous savez, un métal a une longueur d'onde, alpha, qu'un non-métal n'a pas, etc., etc. Bon, ça serait le concept de nombre. Oui, je vous change un peu les mathématiques courantes. Mais nous rentrons en plein physique, ne vous inquiétez pas, parce que en physique, ce que je vous explique fonctionne très bien. Mais ce serait une autre fois. Donc, le nombre traduit l'idée dans un état vibratoire. Et voilà ce que signifiait pour eux chaque nombre. Des états vibratoires différents. État vibratoire de l'unité, état vibratoire de la polarité ou dualité, état vibratoire du ternaire, c'est-à-dire du tiers, inclus ou exclu, état vibratoire du carré ou de l'orientation, je vous donne un exemple, et ainsi de suite. État vibratoire. Pour donc connecter un nombre, ou avec un nombre, un être humain qui est connecté avec un nombre, ou avec des nombres, il faudrait donc qu'il puisse
acquérir la capacité de se mettre dans cet état vibratoire. Pour raisonner avec l'état vibratoire que l'univers lui-même porte. C'est la fameuse histoire du violon qui fait une note très aiguë, qui à la fin arrive à l'état vibratoire du verre, et pouf, la résonance se fait que le verre devient poussière. Mais je ne vous souhaite pas de devenir poussière. Je veux une résonance. Parce que vous n'êtes pas obligé d'être en verre, vous pouvez être une corde. D'accord? Je donne le verre pour que ce soit plus clair un peu. Bon. Donc, et qu'est-ce qu'il pensait? Il pensait que si l'être humain pouvait se concentrer et agir dans un certain état vibratoire, qui est une attitude intérieure, que nous pouvons travailler à partir de notre propre concentration, de notre propre visualisation. Et c'est là l'intérêt de la technique que j'ai proposée des mandalas. Et c'est l'ajustement des états vibratoires pour notre résonance. Dans ces cas-là, l'être humain devient capable de reproduire les nombres en lui et de modifier sa nature par rapport à la résonance qu'il établit avec la nature et l'univers. C'est pour ça qu'ils insistaient beaucoup sur les danses, la musique, certaines formes géométriques à mettre en place, etc. C'est pas du tout pour la décoration, c'est parce qu'il y a des règles qui permettent des résonances. L'intérêt de la résonance, c'est que vous ne prenez rien de la source, qui reste telle qu'elle tout le temps, et que c'est vous qui recréez la source par la résonance qui vous permettez d'être créé. Donc, à aucun moment, la notion de quantité, vous comprenez, toujours de quantité ou d'espace-temporalité existe, puisque simplement c'est des résonances. Vous piquez rien à personne. Et vous souillez rien. Et nous, on a l'habitude de dire, je prends, hein? Non, là, on ne prend pas, on est, on raisonne. Et les deux résonances, bon, produisent des effets intéressants. On peut vivre ça d'une façon plus simple, comme par exemple, quelqu'un nous dit des choses qui nous émeuvent. Et il y a une résonance. Et on vibre. On dit, je vibrais. Bon. Quelque part, vous avez, sans le vouloir, ou sans le savoir, touché de votre arc antérieur une corde. Félicitations, vous avez fait une expérience du nombre. C'est pour vous dire que tout le monde le fait. Il ne faut pas non plus attendre, je ne sais pas quel sommet. Simplement, on peut peut-être guider les pas de celui qui veut le faire. Bon, mais pour que ça s'enchaîne, ils sont moins fortuits. C'est l'intérêt de l'enseignement. Mais que chacun fonctionne comme ça, c'est ça que j'essaie de vous expliquer. Et pour certaines musiques, certaines idées, certaines formes, peu importe. Ça, c'est le concept de nombre qui est résumé dans les 10 premiers nombres, parce qu'après, ça se répète. En amplifiant. Descendons. Ça y est, on a la forme, on a la résonance, l'état vibratoire de la forme. Mais la forme, vous avez compris, est invisible. L'idée, il n'y a pas de photo, l'idée. Alors justement, si on veut rentrer l'idée, déjà dans un plan qui soit visible, apparaissent les figures géométriques. On inclut la forme, on inclut l'état vibratoire, et on inclut un support que dans le monde objectif, soit capable de porter ce qu'on vient d'expliquer.
Ça, c'est les normes d'intérêt des figures géométriques. Notamment celles qui sont premières, comme le triangle, le carré, le pentagone, enfin, vous comprenez ce que je veux vous dire, et qui traduisent visuellement, ce qui pour nous est extraordinaire, et des idées abstraites. Parce que quand le cercle disque, qui est une sorte d'espace au-delà de notre espace-temps, projette un mouvement, ou un premier état vibratoire, imaginons, projette quelque chose. Mais là naît une nouvelle figure. La circonférence. C'est elle qui a le point. Pas le cercle. Le disque. C'est la circonférence qui tourne. Et cette circonférence qui tourne, qui a le point dedans, est le 1. Et là, les choses deviennent plus claires pour nous. Enfin, un peu plus claires. Donnez-moi du courage. C'est des métiers quand même pour vous expliquer le truc de façon hautement simple. Bon. En fait, la circonférence est le mouvement illusoire du zéro primordial, de la divinité absolue, etc., dans l'espace-temps. Mais nous, on prend ça pour du vrai, quoi. Le mouvement de la circonférence va nous faire croire, et nous fait croire tout le temps, qu'on est dans un monde constitué de trucs solides. Ah oui, on croit dur qu'on fait que ça, c'est faux. C'est solide. Mais nous savons aujourd'hui parfaitement, comme on l'expliquait les anciens, qu'ici, du point de vue de la solidité, en tant que matière, il y a moins qu'une épingle, une tête d'épingle, et que le reste, c'est du vide. Mais le mouvement de tous ces gens qui sont là-dedans, nous rend l'illusion que c'est solide. Mais si on pouvait accélérer notre mouvement au niveau de ce mouvement, on la traverse. Évidemment, pour la fin, on a quelques... J'essaie de vous expliquer par des va-et-vient des choses. Et si on pouvait se mettre en mouvement comme la nature elle-même, on traverse, on passe. Pour l'instant, ça reste donc, comme disait mon maître, une illusion avec apparence de réalité. Parce que je posais la question, si tout est illusion, alors on s'en fout. Non, parce que pour nous, pour l'instant, à notre niveau, ça a une apparence de réalité. Donc on sait intellectuellement que c'est illusoire, mais notre perception, pour l'instant, ne nous permet pas de faire l'expérience de l'illusion. C'est pour un autre stage. Mais il est très important de comprendre ça. Nous vivons à partir de là dans une apparence, une illusion avec apparence de réalité. D'ailleurs, c'est en fonction de comment on pense et comment on sent que la réalité change. Regardez vos vies. Il y a certains moments que certaines choses vous ont semblé parfaites. Et plus tard, les mêmes choses vous ont semblé nulles. Est-ce qu'ils ont été nuls ou parfaites? Non, c'est que nous avons une perception qui a changé. Elles étaient ce qu'elles étaient. C'est nous qui les avons conditionnées. Et c'est pour ça que toutes les philosophies dignes de ce nom vous disent, ne projette pas,
s'il vous plaît, pas de projection. Et deuxièmement, et surtout, vous attachez pas à cette projection. Et alors là, évidemment, tout le monde parle de l'école de philosophie parce que c'est trop. Voilà, ça c'est l'expérience populaire que je... Donc, vous comprenez, donc, les choses se mettent au mouvement, mais là, les choses, on sait qu'on pourra mettre dedans des choses, vous voyez, que tout va être contenu. C'est rassurant. Tout va rentrer dedans, tout va rentrer dedans. Et n'oubliez pas, nous on le voit statique, ça bouge tout le temps. On est assis là, mais tout bouge dans vos corps, tout bouge. Et heureusement, hein, sinon, je dois appeler tout de suite pour qu'on vous décharge. Bien. Ça, c'est l'intérêt des figures. La figure va donc donner un plan intermédiaire entre une abstraction pensée et le monde tel que nous le vivons. Donc, le monde psychique, entre l'esprit et le corps, va figurer beaucoup de choses. Et parfois des plans sur la comète. Bon, c'est de la pure géométrie, l'âme. Oui, il faut simplement garder les bonnes formes. Parce qu'une âme déformée n'est pas bien. Ça va? Bien. Vous voyez que vous êtes là, vous saurez tout. Et on arrive enfin au corps. C'est nous, les corps. Là, il y a un corps, là, il y a un corps, c'est-à-dire homo spatio-temporel avec sa tridimensionnalité, les corps. Les corps sont le dernier effet de l'idée. Donc, du chaos à l'idée, maintenant vous avez compris, de l'idée au nombre, du nombre à la figure et des figures au corps. À tel point que quand on veut faire une maison, on fait un plan, non? Et un plan, c'est quoi? C'est une figure géométrique. C'est pas? C'est une figure géométrique qui permet de montrer l'idée. J'ai une idée, je te fais un dessin. J'ai une idée, je te fais un dessin, et après, oh, le dessin me convient. On construit. On vient de descendre. On vient de descendre dans les plans. On le fait tout le temps. On le fait tout le temps. Mais nous ne sommes pas très conscients de ce processus. C'est pareil. On va essayer de comprendre ce qui est... On va au musée, ou on va à une exposition, et on va voir, ou ici, on va voir une sculpture. Et quand j'amène quelqu'un voir une sculpture, je dis, bon, va au-delà de ce que tu vois. Il faut saisir ce que cette forme, ce corps a emprisonné. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il porte, ce corps? Et c'est là où ça devient intéressant. Évidemment, ça exige de nous sortir un tout petit peu, de regarder tous les détails et de prendre la sculpture, le volume, comme une unité. Pour ressentir ces figures, ces nombres, et arriver à l'idée. C'était un des exercices auxquels se dédiaient les Grecs le plus souvent. Quand un grand sculpteur, Phidias, présentait une œuvre, sculpture, et les Grecs se ressemblaient, les Athéniens par exemple, devant cette sculpture, la contemplation de l'œuvre durait 2 heures en moyenne. Tant que les gens aujourd'hui prennent pour faire le Louvre et en complet. En pouvant dire ensuite, j'ai vu tout. Oui, mais qu'il n'y a rien perçu. Mais ils ont tout vu. Ils ont tout vu, et surtout, l'appareil photo a tout dedans.
Mais le problème, c'est que là, dans la neurone, il y a très peu. Donc, il y a deux options. Vous prenez trop vite en pensant qu'on a tout vu, ou lent pour comprendre. Et les états contemplatifs des Grecs étaient importants, parce que l'apprentissage esthétique et métaphysique permet des extases pour l'âme. Parce que ce qu'on peut percevoir donc, c'est le beau qui est enfermé dans une beauté. C'est le modèle de, et pas simplement la chose particulière. Et l'idée, etc., etc. Donc, on peut faire, si on veut analyser le monde et les gens, on a des corps. Donc, à quelle figure ça correspond? Quel état vibratoire sont en train d'exprimer? Et finalement, quelle idée se cache derrière ça? Ce qu'on peut faire aller, rien du tout. Ce chemin est le véritable chemin de la philosophie à la manière classique. C'est un chemin de l'âme, un chemin de connaissance, qui exige, pour celui qui veut le pratiquer, un certain travail sur soi. Obligatoire. Des concentrations, des mémoires, d'imagination. Vous voyez ce que je veux dire? Qui chacun possède. C'est sûr ce qu'on a déjà. Hein. Et ça, c'est important, parce que ça permet de développer le potentiel des gens. Oui, faut, déjà à l'époque de Pythagore et plus tôt, on disait que l'homme n'avait pas achevé son évolution. Et que dans la démarche, donc, je viens d'expliquer les nombres, les géométries, etc., c'est cache une manière d'exprimer de façon plus objective son propre potentiel. Rien de plus et rien de moins. Et cette expression du potentiel ne dépend pas de l'âge, mais de la capacité de quelqu'un à vouloir l'exprimer. Point. Comme c'est pas vrai, je suis vieux ou je suis trop jeune. Ça n'a rien à voir. Rien. Bien, donc ça, je voulais l'expliquer. Parce que ce qui est important, je pense, pour cette conférence, c'est que vous compreniez les concepts. Parce que sinon, les charades, pour les autres choses, c'est plus simple. Qu'est-ce que disait Pythagore? Pythagore disait, l'unité est la loi de Dieu. Tout vient de l'un, et dans ces cas-là, le 1 n'est pas 1 kilo, mais l'unité des choses est la source de toute chose. Mais en même temps, on vient de l'unité et on va à l'unité. Et le chemin d'aller et retour, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à maintenant tout est différent, 10, on revient. Ça va? C'est simple. Comme ça, c'est plus simple d'expliquer. Tu commences là, tu finis là et on revient. L'évolution, dit Pythagore, est la loi de la vie. C'est pour ça que j'insiste sur la nécessité de chaque individu, jusqu'à la fin de sa vie, de tenter au maximum d'évoluer. Et l'évolution consiste à exprimer de plus en plus ce qu'il attend pour chacun. Pas de faire comme l'autre, de penser que l'autre possède, mais de trouver ce qu'on a et l'exprimer. Le nombre, dit-il, est la loi de l'univers. L'unité est la loi de Dieu, l'évolution est la loi de la vie, le nombre, la loi de l'univers. Les principes des relations vivantes dans l'univers. Bien, je pense que
nous avons mérité tous une pause. On fait une quinzaine de minutes de pause, et si vous voulez après, j'essaierai de vous expliquer la symbolique de la décade. Dans le tome 4 de la doctrine secrète, section 10, il y a un chapitre qui s'appelle La croix et la décade pythagoricienne. C'est le texte le plus direct du sujet qu'on traite. D'accord? Donc, je vais vous lire quelques morceaux. Je ne veux pas vous lire tout. Et où HPB parle justement de la vision pythagoricienne et en donnant quelques clés. Donc, elle explique l'univers entier étant tant métaphysique que matériel était pour les doctrines anciennes contenu dans les nombres 10 de la décade pythagoricienne et pouvait être exprimé et décrit par ces nombres. Ce que je vous expliquais. Cette décade qui représentait l'univers et son évolution au sein du silence et des abîmes inconnus de l'âme spirituelle ou âme du monde, offre à l'examen de l'étudiant deux côtés ou deux aspects. Au début, on pouvait l'appliquer au macrocosmos, le grand univers, macrocosmos. Après quoi, elle descendit jusqu'au microcosmos, c'est-à-dire l'homme, l'univers, le petit univers, la réplique de l'univers en synthèse, et pour toutes les traditions, l'être humain. Donc, elle est en train d'expliquer tout simplement que les clés d'enseignement de la décade ont deux grands aspects: les lois du monde et les principes qui constituent l'homme. Et si on veut ajouter, et leur rapport. Donc, la science des nombres permet de connaître les lois de l'univers, les principes constituants de l'homme, et la manière où l'homme rentre en contact avec l'univers. C'est un peu ce que je vous expliquais en première heure, si vous vous rappelez un tout petit peu. Il avait en outre, et c'est ça qui est intéressant comme elle l'explique, la science intime et la science de surface, dit-elle. Elle dit, cet enseignement peut se travailler sur deux clés, deux voies, qui sont complémentaires et ils ne sont pas antagoniques, qu'on appelait la science intime ou de l'intériorité, qui est mentale et métaphysique, qui est intérieure, et la science de surface, dans laquelle on voit la matière, son organisation. C'est un peu ce que je vous expliquais pour que vous sachiez pourquoi je vous expliquais tout ça. Donc, on a deux domaines, macro-micro, qui peuvent être vus soit comme la science le voit, de l'extérieur, et on va des phénomènes qu'on observe vers les lois de la nature, soit on essaie de comprendre les choses par les idées jusqu'à leur expression. Science intime, science de surface. Dedans, dehors. L'homme, c'est pareil. On peut connaître l'homme dans son intériorité, on peut aussi, et on doit aussi le connaître dans sa matérialité. À aucun moment, l'approche pythagoricienne, ou celle des HPB, ou de l'autre,
va mettre en antagonisme les deux regards, puisque dedans et dehors font partie d'une unité. Il faut bien comprendre que dedans et dehors, c'est l'unité des choses. Parce qu'il y a ceux qui vont dire, moi je vois quelque chose à l'extérieur, moi je vois quelque chose à l'extérieur. Faux. Faux, parce que les choses sont dedans et dehors. Vous n'entendrez rien qui n'est pas dedans et dehors. Elle dit donc, elles pouvaient être étudiées tous deux selon la méthode déductive de Platon et inductive d'Aristote. Je ne peux pas faire le cours de philo, mais elle explique déjà, dit voilà, que ni Platon ni Aristote sont mauvais, mais il faut utiliser les deux regards, le double regard. La première clé, donc, la vision platonicienne, est celle de que le point de départ est que la pluralité vient de l'unité. C'est-à-dire la méthode de Platon, déductive, c'est tout naît de l'unité. Ou que les chiffres de la décade n'apparaissent que pour être finalement réabsorbés dans le cercle infini. Et tout le développement qui s'est fait est un développement pour en fait revenir à la case de départ qui est l'unité. Et la deuxième perception, c'est la perception dite sensuelle, mais pas péjorative, des sens. Des sens dans lesquels on se confronte aux perceptions et aux sens pour entrer en relation avec les choses. Donc, là, l'idée, c'est pas tant comment de l'unité naissent les choses, mais comment de l'unité les choses se multiplient et se différencient. Multiplication et différenciation des choses, c'est ce qu'on voit à tout instant. Tous les processus de la nature sont des effets de différenciation et de multiplication. Les deux regards sont complémentaires. Donc, l'un va étudier à partir des idées, et l'autre étudie à partir de la matière et comment ils s'organisent. C'est là où elle dit, ce double système, dedans dehors, intime surface, sensible intelligible, pour qu'on comprenne, fait apporter des Indes, qui est une manière de dire l'Iran. Les Indes, et dans la terminologie ancienne, c'est tout ce qui n'est pas le Moyen-Orient. C'est comme en France, on avait au XIXe siècle l'école orientale. Il y en appelait orientaliste, toute personne qui s'occupait de l'Afrique du Nord, de l'Égypte et jusqu'à là. On est tous des orientalistes. Donc c'est un terme large, vous comprenez? Très large pour déterminer ce qui n'est pas occidental et qui a quand même une saveur quelque part exotique et qui n'est pas en Amérique du Nord. Faut pas exagérer non plus. Non, parce qu'avec le temps, les mots changent. Dans ses lois ou ordonnances, elle explique les textes hindous, là, comme les lois de Manu, elle dit que, justement, que d'abord tout fut créé par 10 seigneurs de l'être, que l'on appelle les forces créatrices de l'univers. C'est pour étaler l'explication de la décade. Ensuite, elle explique que dans tous les processus de décade, en fait, il apparaît toujours le monde organisé comme un septénaire. Il y a 3 et 7.
trois principes invisibles sous-jacents de tout, et un septénaire qui organise, qui est la base du monde créé et manifesté. Elle parle donc de la plante appelée Saptaparna, celle qui a 7 branches. Sapta, 7 en sanskrit. Née et manifestée à la surface du sol du mystère, du sein de la triple racine profondément enfouie sous les sols impénétrables. Et là, elle est en train de donner une clé de comment peut-on concevoir la décade. Sur une image, encore une fois. Alors, imaginons trois racines, bon, bien faites, hein, bien sûr, un arbre, encore moins bien fait, et ces 7 branches, arbre de vie, de connaissances, 7, 3 en profondeur. Triple racine, expression septénaire. Donc, ça c'est une clé qui est utilisée dans beaucoup de traditions, où l'arbre est en même temps la vie et la connaissance, et le système arbre en fait 10. La Kabbale, d'ailleurs, hébraïque, l'utilise. Et le 3, premier, est toujours invisible et moins efficace, si j'ose dire, dans le monde objectif. Et cette tradition de la vision du monde des cadres arbres nous vient de l'Inde. Et on va la retrouver dans le monde soumérien, que ce soit assez clair, et par le monde soumérien, il passe au Moyen-Orient, y compris à la Bible, et jusqu'à chez nous. C'est joli, hein, parce que les symboles se promènent. Bien, donc, excusez-moi. Alors après, elle continue. Sur le plan supérieur, donc le plus haut qu'on peut concevoir, le nombre n'est pas un nombre, mais un zéro, un cercle. Sur le plan inférieur, il devient 1. Ce que je vous expliquais, pour le disque et le point, qui est un nombre impair. 1. C'est qu'il peut se diviser que par lui-même pour donner un nombre entier. Par rapport à un nombre pair, qui peut être divisé en 2 entiers. 2 parts entières. 2, on peut le diviser en 2, 1. 2 fois 1. 4, 2 fois 2, etc. Donc on aura des divisions entières dans le nombre pair, qui c'est des doubles, et ainsi de suite. Par contre, l'impair, on peut le diviser que par lui-même, pour être entier. Ça va? Bon, c'est l'intérêt des entiers. Donc, le nombre impair est considéré plus sacré que le nombre pair, parce qu'il reste entier et dans son entièreté en permanence. Et le nombre donc impair va être des polarités actives ou fécondantes. 1, 3, 5, 7, bon, j'en passe. Et c'est la raison pour laquelle on va l'attribuer au niveau sexualité masculine. Mais il est dangereux de simplement travailler sur une clé phallique ou sexuelle, sur les nombres.
D'accord? Parce qu'ils disent pas, je suis un garçon. On n'a jamais vu le 1, le 3, ou le 5, ou le 7 de dire, moi je suis garçon. Je préfère, non, parce que c'est trop descendre le modèle par rapport au plan que je viens de vous expliquer. Simplement, par contre, nous pouvons dire polarité active, fécondante, gardien de l'entièreté. Ça, oui. Voilà. Et je pense que c'est mieux comme valorisation. C'est pour ça qu'on lui donne le symbole de la paternité, dit-elle, aux nombreux impaires. Et elle dit, le nombre 1 signifiait pour les initiés d'Alexandrie un corps droit, l'homme debout. Il y a la verticale. Donc on associe au nombre impair la dimension verticale. C'est-à-dire lien entre haut et bas, terre, ciel. Ça qui veut dire. Et en symbole, si ce point commence à bouger, ça fait le diamètre. On en aura 2. Je m'avance au dessin. Parce qu'on avait dit que tout était à l'intérieur du cercle, non? D'accord. On ne sort jamais de l'enveloppe. Donc, il dit les nombres divins, les nombres impairs sont divins, donc célestes, dans la catégorie de Pythagore, et les nombres pairs sont terrestres, puisqu'ils portent à chaque instant la dualité, puisqu'on peut les diviser parfaitement et symétriquement en 2 entiers. Ça va? Et par ce fait d'être des binaires, donc dualité, polarité féminine, matricielle, je dirais, pour que la puissance d'un nombre impair puisse véritablement se rendre objectif, il faut qu'il se lie avec un nombre impair qui va donner la matrice qui fécondée va donner comme résultat un autre impair qui est en développement. Je viens de dire trop peut-être. Je donne un exemple pour qu'on se comprenne. On prend le 1, impair. On prend la dualité, pair. Et donc, ciel, terre. On relie 1 et 2. Ça fait 3, non? Bien. Donc, on obtient un résultat intéressant. Parce que on obtiendra ceci. En géométrie, pour qu'on se comprenne. On va obtenir le ternaire, qui a du 1 et qui a du 2. Mais le résultat qu'on obtient ici est une nouvelle chose. Le 1 passant par la matrice du 2 a donné le 3. Qui va nous donner la trianité, le tiers inclus, comprenez, le père, la mère, le fils, c'est une façon nouvelle de parler d'unité. Parce que dans toutes les traditions, le triangle exprime plus encore que le point et le cercle
l'unité. Sur ce triple aspect, père, mère, fils, ça donne la série. Papa, maman et enfant vous donnent la série. Avec le fils, on reprend. D'accord? Donc, on a fait un tour de manivelle. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de faire. Et d'un coup, on a le ternaire qui lui explicite beaucoup mieux l'unité, paradoxalement, que le 1 pour nous. Parce qu'on a des choses qui se relient entre elles en équilibre, nous permettent de comprendre encore mieux comment trouver l'unité. Parce que nous, on est toujours entre deux, là ou là. Par exemple, si on est entre deux, on a une grave difficulté, des graves tensions, parce qu'on est tout le temps déchiré. Comment on va résoudre la tension du binaire, de la polarité? Parce que binaire, c'est la polarité. Passif, actif, etc. On a deux options. On retourne à l'unité. On devient un état accompli, tout de suite. La polarité s'est réintégrée, on a neutralisé positif-négatif, ça y est, on est en pleine sainteté. Je vous félicite. D'accord? On convient que c'est quand même intéressant, mais en général, peu factible. Il se peut que peut-être ça marche pas pour tout le monde. Donc, maintenant, comment on fait? Il faut que je trouve une tierce, un point d'appui entre les deux pour m'équilibrer, sinon je suis déchiré. Quand on arrive à se recentrer, à trouver le tiers entre les deux, on trouve l'équilibre. D'accord? Et bon, mais ça fait 3. Parce qu'il y avait 2 et moi qui fait le tiers. Si je ne peux pas me situer en équilibre, je ne peux pas me déplacer dans ces tensions pour trouver un moment d'équilibre, je vais casser. Je vais être déchiré, coupé. En 2, dans le meilleur des cas. Donc fragmenté. Donc, le 3 me permet de me réunifier dans la complexité des polarités. C'est-à-dire, j'aurai le manque, j'aurai l'excès et j'aurai l'harmonie. Manque, excès, harmonie. Dans la philosophie hindoue, les 3 gunas. L'inertie, tamas, l'excès, rajas, sattva, l'harmonie. Donc, regardez ce qu'il propose le triangle pour aider le microcosmos que nous sommes. Il propose de sortir de la dualité horizontale, diamètre. D'accord? C'est élever, lever la conscience, on tire la corde, on fait un 3e point, et les forces convergent. Voilà ce qu'on peut apprendre d'un triangle. C'est pas mal? C'est pas mal. Et bien centré, le petit point de la conscience apparaît encore. Et c'est pour ça que dans beaucoup des religions, vous avez le cercle, le triangle, l'œil dedans, symbole de Dieu, etc., etc., et de la complétude. Pour expliquer une nouvelle forme de l'unité. Je viens de vous simplifier vraiment un parcours du combattant. Mais c'est simplement pour expliquer. Père et impair. Parce que comme je ne pourrais pas tout faire aujourd'hui, c'est évident, au moins que vous ayez les critères. Donc, quand on va passer au 4, nous avons une nouvelle matrice. Parce que le carré est une nouvelle matrice qui formalise. Hein, quand on dit carré, tout le monde, là, plus on descend, c'est intéressant, plus ça devient plus clair. La nouvelle matrice est orientée, toujours le carré, toujours le cercle. Un carré,
Alors, faux carré, hein. Carré, 4 côtés égales, donc 4 unités. 4 unités, carré. Parce que chaque côté est égal, hein, à 1. 4 fois l'unité, donc le carré veut dire que l'unité est dans chaque orientation. L'unité est dans l'est, l'unité est à l'ouest, l'unité est au nord, l'unité est au sud, 4 fois l'unité. Le carré est une matrice qui permet d'installer l'unité dans les 4 orientations de l'espace. Entre autres. C'est pas mal. C'est une façon de faire descendre l'unité dans le monde qu'on vit, dans les horizons qui sont autour de nous. Donc, c'est une matrice de stabilisation, n'est-ce pas? Hein, c'est au carré, donc, stable, etc. Qu'est-ce qui va faire, donc, notre petit point, qui est toujours le 1, avec ce carré? Parce que c'est un pair-pair, non? Un pair-pair. Donc, nouvelle matrice, dans le carré, le point est virtuel. On le met en mouvement, on va le mettre en mouvement. Évidemment, première chose qu'il va faire, très important, hein, c'est que pour unir par les mêmes diagonales, qui sont les 2 diamètres de la circonférence, donc c'est par les mêmes lignes, on va unir le cercle et le carré, quadrature du cercle. Et là, nous avons un élément intéressant, c'est que, vu à plat, ces carrés restent carrés. Mais en réalité, si on fait une histoire que le triangle, rappelez, et qu'on comprend ce qui véritablement est en train de nous dessiner le carré, c'est une pyramide. Et en même temps que je dessinais la pyramide, je viens de vous dessiner une étoile à 5 branches. Vous la voyez? Vous la voyez, je pense. Là. Bon, alors, on vient de faire ça change le monde. On est sorti ailleurs. Au revoir. Nous sommes dans les corps, là. Nous sommes dans les volumes. Nous sommes dans une réalité totalement autre. On vient de faire de tout, ici. Parce que là, ça devient très complexe. Je m'arrêterai aujourd'hui à la moitié de la décade, ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on vient... Eh oui, regardez ça, c'est catastrophique. Non, parce que tout ça avec un point. Tout ça avec un point. Dans une nouvelle matrice. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Dans une nouvelle matrice. C'est là qu'il ne faut pas non plus dire que les nombres pairs sont méchants. Ils sont simplement terrestres. Ils permettent de descendre l'esprit sur Terre. Donc, d'accord? Donc, paradoxalement, comment ils le font? En faisant remonter la matière. Parce que c'était plat, le petit point, boum, comme ça ou comme ça, hein, vous comprenez ce que je vais vous faire, et boum, vous avez la pyramide. Quand vous avez la pyramide, vous avez le lien du 3 et du 4. Une pyramide est composée des 4 triangles. Un triangle 3, 4, 4, la base est 4. Donc déjà, dans le 5, qui est apparu, non? Parce que le résultat de 4 plus 1, 5, nous avons déjà 7. C'est amusant, hein? Ouais, dans le 5, on a déjà 7. Compact, hein? C'est comment le triangle, qui est une figure spirituelle, va justement élever la matière, qui est le carré,
Et donc, comment l'esprit anoblit la matière, où se relie à elle, et ça devient la pyramide, ou le 5, l'étoile des 5 branches, qui est le symbole, par excellence, de la moitié de la décade humain, donc du microcosmos. Petit bonhomme. Et Léonard de Vinci l'a fait, et le bonhomme est là. Voilà. Pas de son papa. Ça va, Et quand vous étudierez mieux les rapports qui existent entre, par exemple, ce bout et celui-ci, bon, pas celui que je viens de dessiner, qui est atroce, vous trouverez que, mettons, le rapport entre, par exemple, A, B et CD est égal au rapport entre entre CD et AC. Parce que le rapport est le nombre d'heures. Phi. Les petits sous ça et ça sous les grands, c'est la même relation. Et comme ça. Et donc ça va donner tous les rapports d'harmonie, ça va créer une spirale qui utilise les coquillages pour grandir, les escargots de Bourgogne, par exemple, la disposition des feuilles du tournesol, de l'ananas, vous savez, les petits trucs de l'ananas, pareil. C'est la série Fibonacci. Donc, d'un coup, qu'avec ça, on en a pour 2 jours. Parce qu'il y a les canons de l'art, les représentations, etc., c'est énorme. Je voulais simplement vous donner un exemple de comment travaillent impair et pair. Vous voyez que là, nous sommes devant des idées, nous ne sommes plus du tout dans des chiffres. Parce que l'intérêt d'une figure géométrique, c'est qu'il y a un triangle, qui est la première surface, hein, et est un triangle parce qu'il y a 3 angles, donc c'est une figure fermée sur 3 angles. Qu'il soit petit ou grand, c'est toujours un triangle. Il ne perd pas la condition des triangles parce qu'il est grand ou petit. Le carré, c'est pareil. Les figures géométriques, comme les nombres, sont des qualités. Et l'idée des surfaces ne compte pas dans ce type de spéculation. Donc, ce sont des qualités, des principes, des idées. Et donc, le jeu de nombres permet d'expliquer la magie d'une pensée. Ça va? C'est un peu rapide, c'est 10h15. Mais, vous avez compris l'idée de base. On introduit toujours, on comprend bien que l'impair va porter un élément fécondant. Là, vous êtes en 3-2. C'est le 3 dans la dualité. D'accord? Comme nombre impair. Et vous avez le petit point qui l'explique. Donc, vous avez toujours les nombres, à part le 1, vont être toujours la relation d'impair et d'un impair. Enfin, ils sont des développements. Faisons un dernier. Vous tenez le coup encore? Bon. Moi, oui. Allez, on fait un tout petit peu plus. Parce que là, il est arrivé au microcosme. Prénom. La suite. Le 6. Le 6, c'est intéressant. Dans quel sens? C'est un nombre pair, donc une matrice, mais qui est composé de 2 impairs. 3 plus 3 égale 6. Là, c'est intéressant parce qu'on a comme un dédoublement de l'unité. Une unité ascensionnelle
Donc, pour nous, passive, et une unité, son dédoublement, descendant. Cette fois-ci, on a le croisement de l'unité vers le haut et celle qui descend. Triangle d'incarnation, triangle d'ascension. Ça nous donne le 6. Donc, l'hexagone configure. Mais qui en réalité est construite à partir de ce que je viens de dessiner. Nous avons là la nouvelle matrice. L'union de l'unité montante et l'union de l'unité descendante. Donc, la projection de la première trinité, des premières éternelles, sur le triangle d'incarnation. Donc, le 6 fut les 6 directions de l'espace, fut aussi symbole de la Terre et de tous les accomplissements de la substance. Mais fait de deux impairs, ou du dédoublement du 1. C'est un dédoublement du 1, qui est triple. 1 qui est triple, c'est le double fait 6. Ça va? Bien. Et qu'est-ce qui va se passer avec le septénaire, alors, le petit point? Et là, il y aura de tout aussi. Parce que manifestement, le septénaire va obligatoirement conclure une série. Alors, qu'est-ce qui se passe si on relie Est-ce que vous voyez le cube? Est-ce que vous le voyez, le cube? Donc, quand le point émerge pour expliquer le 7, donc le nouveau passage de l'ampère dans la matrice, apparaît le cube. Donc, le carré est devenu corps. Carré devenu corps. Parce que d'un coup, encore comme la pyramide tout à l'heure, bon, on a un corps. Et le cube a toujours représenté l'univers achevé. C'est pour ça qu'au niveau des traditions, on dit, bon, mais le monde est un cube. Hein. La Terre est cubique, le carré. Mais l'idée était symbolique. Hein. Parce que les Grecs savaient que la Terre était ronde, du point de vue physique. D'ailleurs, Copernic, pour l'héliocentrisme et la rotondité de la Terre, va s'inspirer des théories pythagoriciennes. Il va se dire, et si les pythagoriciens avaient raison par rapport à Ptolémée, et d'un coup, il le fait dans la tête, et comprenant que c'était faisable, qu'il était factible, il va faire sa théorie de l'héliocentrisme. Bon, je vous laisse pour la suite. Alors, un cube est une croix. Si vous voulez faire un cube à l'école, vous avez fait des cubes. On peut les faire comme ça, par exemple. On fait 6 carrés, qui en fait représentent 7, parce qu'il y en a un côté 3, un côté 4. Vous fermez et vous avez le cube. C'est simple, hein, c'est à l'école. Il y a rien à faire, c'est à l'école. C'est toi l'écolier. C'est vraiment de la bêtise de base. Donc, bon, cette croix va représenter aussi le septénaire, l'organisation du monde du ciel et de la terre, et là, nous avons donc la formulation de la création du monde, ses différents éléments, etc. Et nous sommes à l'intérieur du cube. Hein.
Oh, ça dépend. On peut aussi mettre quelqu'un. Ouais, vous connaissez cette image. Mais cette image est utilisée déjà dans les mystères orphiques et dans tous les systèmes d'initiation. Parce que s'inscrire dans la croix, c'est s'inscrire à l'intérieur de l'univers. C'était pas pour être supplicié. Bon, on peut toujours dramatiser, mais disons que l'idée de l'homme crucifié dans l'espace, c'est de l'être au microcosmos qui se relie au macrocosmos. Et donc accomplit son septénaire, il en est composé ainsi. Il y a une chose que je ne veux pas oublier de vous expliquer. Parce que le reste, vous pouvez le lire dans des livres, etc., sur le 8, le 9, etc. Mais je vais vous montrer quelque chose. Je peux? Pour expliquer la décade, les pythagoriciens utilisaient un dessin qui exprimait ce qu'ils appelaient la tétractis. Tétractis, tétra, 4 racines de l'univers. 4 racines de l'univers. Alors, qui était par rapport à la symbolique du 4. Qui apparaît très souvent, carré, etc. Vous avez des dieux en Inde, Brahma, le dieu créateur, à 4 faces. Des dieux tétramorphes, il y en a pas mal. Et le tétragrammaton, dans la Kabbale, existe aussi. Le dieu créateur apparaît toujours sur 4 faces. Comme s'il regarde tout. Il y a 4 points de l'univers, et en même temps, il est un cube. Il y a 4 faces, je sais pas si vous comprenez, sa tête carrée, le 4, c'est un cube. Et le cube, vous l'avez compris, il représente le septénaire de la création. Il y a quand même à gérer les analogies. Mais une fois qu'on a le programme, on peut comprendre. Oui. Alors, ils ont résumé l'enseignement de la manière suivante. Le 1 point. Le 2 points. C'est comme... Le 3 points. Donc, on voit la projection du point qui se... Continue. Et enfin, le 4 points. 1, plus 2, plus 3, plus 4, 10. 10. Donc, les 4 premiers contiennent eux-mêmes la décade non épanouie. Mais les 4 racines sont là. 1 racine, 2 racines, 3 racines, 4 racines. Comment on va les appeler? Pour simplifier. Feu, air, eau, terre. 4 éléments. 4 racines. Ça va? La projection. Alors, la décade alors, sont ces 10 points. On peut voir ces 10 points de plusieurs manières. Parce qu'il y a tout un jeu là-dedans. Je vous fais des dessins pour que vous compreniez. Si on fait comme ça,
On a un tétraèdre. Vous voyez? Un triangle, un point qui donne la profondeur, vous avez un tétraèdre. Un tétraèdre est le premier volume géométrique, et en même temps, il est un carré. Vu à plat. Ou ça. Tétraèdre feu. Donc la décadre peut être le premier volume. Ça va? Vous les voyez ou pas? Parce qu'ils travaillaient comme ça, en juin, et ça faisait travailler l'imagination, s'obliger de trouver les visualisations, pour ça, Atelier Mandala a un conseiller. Je fais la pub pour ma femme. Alors, on peut voir la question autrement. Ces 3 points que j'ai mentionnés là, plus le centre, sont en fait les 3 points d'émanation premiers. Vous vous rappelez que je vous ai dit 3 racines, 7 branches. 3 racines qui sont le point angle. Le 4e est toujours l'expression de la tension de ce 3-là pour que le fameux impair continue à travailler, quoi. Dommage que mes couleurs sont bonnes. On va voir si là ça va mieux. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste là-bas? Un hexagone, c'est-à-dire un cube. Tout l'enseignement est déjà là. C'est pour ça que je n'ai pas voulu aller plus loin pour le 8, le 9, le 10, parce que ça y est. Et le retour. C'est mignon, hein? Donc, le septenaire et les 3 autres 10. Ça va? Tout va bien? C'est la magie, hein? C'est extraordinaire. Donc vous comprenez qu'avec cette dialectique, on peut aller très loin dans beaucoup de choses. Ça, c'est la manière où ils enseignaient. 8 est le double carré. Le 8 est le double carré, qui est le baptistère. Lié de purification et de rénovation. Le point sur le 8 va nous donner l'éniade. Donc la clôture du triple triangle, 3 triangles. Éniade 9. Donc la fin de la série, à tel point que le 9 est très intéressant. Parce que dès que vous mettez, par exemple, un chiffre qui a du 9, il fait 0 toujours. Parce que vous dites 3 plus 9, 12. 1 plus 2 égale 3. Et chaque fois que vous allez avoir des chiffres ou des nombres avec 9, ils ne sont rien. Parce que 9 retourne à l'unité. Ah, c'est rigolo, hein? Vous verrez, chaque fois que vous aurez un 9, il ne vaut rien en addition pour arriver à un total. En fait, vous jouez chez vous. Et ça va vous appeler cette histoire de la régénération par le retour. Régénération par le retour. Donc, 10, on arrive au 10, retour à l'unité. Voilà d'une façon sommaire ce que je voulais vous expliquer sur ce qu'HPV a redévoilé de l'enseignement pythagoricien pour nous au XXIe siècle. Je crois que c'est pas mal pour une soirée.